Bienvenue sur Ici Beyrouth pour une édition spéciale sur la guerre à Gaza entre le Hamas et Israël. Pour discuter de l'aspect militaire et stratégique, je reçois sur ce plateau le général à la retraite Khalil Hello. Khalil Hello, merci d'être avec nous. Merci à toi, Tilia, de me recevoir. Est-ce que le Liban sera touché ou entraîné dans cette guerre? Bon, la réponse à cette question, ce ne sera certainement pas oui et non. On va parler des risques. D'accord. Les risques sont très élevés et actuellement, ils sont encore plus élevés qu'avant. Si jamais le Liban sera entraîné dans la guerre, ce sera certainement le Hezbollah vis-à-vis d'Israël. Et la décision, malheureusement, n'est plus entre les mains du Hezbollah. Parce que si cette décision était vraiment entre les mains du Hezbollah, le Hezbollah aujourd'hui, il a une supériorité politique, une supériorité sécuritaire. Il est à l'aise du point de vue régional. Il a garanti un accord de frontière navale. Donc pourquoi rentrerait-il dans une guerre qui pourrait limiter ses capacités ou bien qui pourrait dégrader ses capacités? Donc je suppose que les preneurs de décision au sein du Hezbollah n'ont pas beaucoup d'appétit pour entrer dans cette guerre. Mais il y a des facteurs qui les poussent à le faire. Premièrement, ça fait des mois que nous entendons de la part des Iraniens, de la part des Palestiniens et de la part du Hezb lui-même de l'unité des théâtres d'opération, Wahdat al-Sahat. Donc, ils ne peuvent pas sortir de tout ça, ou du moins dans les apparences. Dans les apparences, c'est déjà fait. Ils sont en train d'échanger des tirs avec les Israéliens. Il y a de part et d'autre des morts qui sont en train de tomber, des positions qui sont en train d'être touchées, une contre une. Nous sommes toujours dans une escalade qui est contrôlée de part et d'autre. Mais le facteur le plus important est le suivant. Il ne s'agit plus qu'Israël cherche une cause ou bien qu'elle recherche un prétendument incident de frontière. Il s'agit de voir si le gouvernement israélien, après le coup énorme qu'ils ont encaissé avec les 1200 morts déjà, oui, et avec la mobilisation de 360 000 réservistes, toute la réserve d'Israël est mobilisée. Et avec la présence de cette force de frappe américaine énorme, si jamais la décision a été prise de rentrer en guerre avec le Hezb ou non, déjà la décision certainement est prise d'éliminer le Hamas ou bien de dégrader au maximum le Hamas et l'empêcher d'être nuisible à Israël au moins dans la prochaine décennie. Ça, c'est sûr. Et on l'entend partout. C'est très clair et ils mettent les moyens. Je vais vous en parler tout à l'heure. Maintenant, pour ce qui est du Hezbollah, est-ce que la décision a été prise en Israël ou non? Et cette décision ne dépend pas seulement d'Israël. Elle dépend également des États-Unis. Parce que si jamais il y a une opération contre le Liban ou bien contre le Hezbollah au Liban, il ne faut pas s'attendre à ce que l'Iran reste les bras croisés. Parce que le Hezb est le principal allié iranien dans la région. Et l'Iran a beaucoup de cartes. En Irak, ils ont plusieurs milices qui sont obédientes à l'Iran. En Syrie, c'est la même chose. Ils ont les Houthis au Golfe. Et je rappelle que dans la région du Golfe, il y a 50 000 soldats américains avec une base navale, avec le commandement de la 5e flotte, avec le commandement avancé du Central Command, avec des bases aériennes énormes à Qatar et aux Émirats arabes unis. Donc, toutes ces positions pourraient être prises pour cible par les milices pro-iraniennes dans la région si jamais il y a une guerre contre le Liban. Donc, le calcul de ces risques, ce n'est certainement pas moi qui pourrais répondre à ce calcul de risque, mais c'est certainement le gouvernement israélien, c'est certainement les preneurs de décision à Washington et surtout le régime iranien, s'il veut vraiment rentrer dans cette guerre ou non. Alors, cette interaction entre les trois intérêts, entre les trois qui sont, si vous voulez, acculés à faire quelque chose, la résultante sera une guerre contre le Liban ou non. Maintenant, pour répondre au public libanais qui m'écoute, les risques sont très élevés, certainement. Nous ne sommes pas à zéro risque. Et j'entends par-ci, par-là, depuis hier, que non, les Américains disent au Hezbollah ne vous mêlez pas, le Hezbollah ne veut pas se mêler. Le Hezbollah a dit qu'il rentre en guerre si jamais il y a une opération terrestre contre Gaza. Les Iraniens disent que nous n'avons rien à voir avec le Hamas. Et puis, le premier jour, ce n'était pas du tout ça. C'était l'unité des fronts. Et hier, lorsque le ministre des Affaires étrangères iranien est arrivé à Beyrouth, il a dit qu'il faut riposter sur tous les fronts, ou
au moins en substance, c'est ce qu'il a dit. Donc là, face à cette armada énorme que nous avons, face à cette mobilisation israélienne, face à l'alignement des favorables à Israël partout au monde, il y a d'abord à l'intérieur d'Israël une unité qui n'a jamais existé avant, malgré toutes les divisions qu'on avait. Le monde occidental en entier est derrière Israël et sans équivoque. Hier, nous avons entendu le Premier ministre britannique et les Britanniques vont envoyer également des bâtiments navals au large d'Israël. Donc cet alignement occidental, le président Macron, cet alignement occidental, cette unité nationale en Israël, cette mobilisation et ce support militaire américain du jamais vu avant, oui. Tout ça, c'est favorable à une opération. Maintenant, qu'est-ce que le Liban doit faire? Alors là, je pourrais vous répondre sur plusieurs niveaux. L'État, déjà pour commencer. Bon, l'État, malheureusement, l'État aurait dû, dès le premier jour, sachant que nous avons des Palestiniens sur notre terre, sachant que le Hezbollah est hostile à Israël, sachant il y a le moindre observateur, le moins chevronné, peut deviner que ça peut avoir des répercussions sur le Liban. Tout ce que nous avons vu, c'est des déclarations par-ci, par-là, sans rien de sérieux. Très timides, les déclarations, on va dire. Les déclarations étaient très timides. Il y a beaucoup de députés qui ne sont pas c'est pas du tout, c'est pas du tout de niveau. Là, oui. Il fallait voir avec les ambassadeurs occidentaux, c'est les premiers qui sont concernés. Il fallait voir avec les ambassades arabes, qu'est-ce qu'on peut faire. Les Arabes qui ont des liens avec Israël, par exemple l'Égypte, par exemple la Jordanie, par exemple les Émirats arabes unis surtout. Oui. Donc il faut voir. Il fallait faire ce mouvement diplomatique tout azimut pour essayer d'épargner le prix au Liban, au moins limiter les dégâts si jamais il y a un problème. Oui. Donc c'est ce qu'il fallait faire. Et pourquoi pas un contact avec l'Iran aussi, puisque la moitié du gouvernement libanais est pro-iranienne pour leur dire que votre interlocuteur ici, ce n'est pas seulement le Hezbollah, il y a d'autres Libanais qui vont payer le prix avec. Donc la position officielle est une position qui est décevante. Et là, ils ne peuvent pas se cacher derrière le fait que le gouvernement est démissionnaire. Le gouvernement, c'est vrai qu'il n'est pas responsable vis-à-vis de la Chambre, mais il est responsable moralement vis-à-vis des Libanais. C'est lui qui est là, c'est personne d'autre. Et puis la Chambre des députés. Hier, ce qui m'a vraiment étonné, c'est qu'à l'aéroport, M. Abdullahian arrive, il est reçu par une délégation du Hamas à l'aéroport international de Beyrouth, il est reçu par une délégation du djihad islamique et par des députés du Hezbollah et du mouvement Amal. Donc ça, ce n'est pas le Liban. Je regrette. Ce n'est pas du tout le Liban. Et ça, c'est vraiment étonnant. Et ça donne une image vis-à-vis de l'opinion publique occidentale qui aujourd'hui est mobilisée pour Israël pour leur dire, voilà, le Liban est un pays qui est complètement dans le giron iranien et les Israéliens, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors là, c'est très grave, c'est très dangereux. Il y a une voix libanaise qui doit se faire entendre, qui ne se fait pas entendre également, suffisamment. Et même les partis souverainistes libanais, on les entend de façon disparate, oui, chacun seul. Alors oui. Là aussi, c'est décevant. Au lieu de se réunir, au lieu de faire front commun vis-à-vis de cette situation, on voit chacun qui continue à agir comme si c'était un fait divers. Ce n'est pas un fait divers, c'est un moment de l'histoire. Ça ressemble à Pearl Harbor, ça ressemble au 11 septembre. Ceux qui ne veulent pas voir ça, ceux qui veulent voir seulement la rhétorique anti-israélienne, d'accord. Ceux qui veulent voir seulement les morts du côté de Gaza, bon, ok. Mais il ne faut pas oublier que les photos, le premier jour, les photos des civils israéliens tués, des personnes âgées tuées, des personnes faites prisonnières, des femmes, oui, etc., otages, ont circulé dans le monde entier comme un feu de paille avec la signature du A'lam al-Harbi du Hamas. Et on entend hier le Hamas qui dit « Moi, je n'ai pas donné l'ordre de tuer des civils. » Alors, qui a tué ces 1000 civils-là? D'accord? Donc là, il faut voir ça. Ça pèse lourd sur l'opinion occidentale. Aussi lourd que les morts de Gaza, qui sont en train de payer un prix énorme, du jamais vu. Et là, si vous voulez que je vous donne des chiffres, je peux le faire. En 2006, les Israéliens ont déversé sur le Liban 7500 tonnes de bombes. En 33 jours. En 4 jours à Gaza, 4000 tonnes de bombes, à raison de 1000 tonnes par jour. C'est-à-dire au moins 4 fois plus que sur le Liban, dans une superficie qui est de 360 km² seulement. C'est quelque chose qui est inadmissible pour les civils. Ça, on est entièrement d'accord. Mais est-ce que le Hamas, quand il a fait cette opération,
quand il a exécuté cette opération, le moindre troupion peut s'attendre à une réaction pareille, surtout avec la masse de tués qu'il y a eu du côté israélien. On ne pouvait pas ne pas s'attendre à ça. Et si jamais ils attendent une opération terrestre pour montrer leur résistance contre Israël, ça, je ne sais pas quand est-ce que ça va avoir lieu, mais ça va avoir lieu un jour. Les Israéliens réussiront-ils à éliminer le Hamas, comme ils sont en train de le dire? Ça aussi, ce n'est pas maintenant qu'on peut répondre. Il faut voir si vraiment le Hamas était prêt et si vraiment il avait ses plans et qu'il attend à ce que les troupes israéliennes rentrent, fassent une opération terrestre vers Gaza, ce qui n'est pas difficile à deviner. Gaza et ses 3 agglomérations, c'est la ville de Gaza au nord, c'est la ville de Deir el-Balah au milieu et c'est Khan Younis au sud. Et bon, le moindre tacticien sait que d'abord il faut séparer ces 3 agglomérations et ça c'est facile à faire, ça a déjà été fait avant. Et ensuite, resserrer les taux et avoir ce que l'on veut. Je ne sais pas exactement où ils veulent en venir. Ils promettent de tuer tous les cadres du Hamas. C'est ce qu'on a entendu ce matin dans les chaînes de télé. Ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Bon, qu'est-ce que fait le Hezbollah à l'heure actuelle? Bon, à part riposter avec des tirs, etc., à la frontière sud du Liban, mais est-ce que le Hezbollah est silencieux? On n'a toujours pas entendu Hassan Nasrallah parler, qui ne rate jamais aucune occasion pour nous faire part de oui. Je vais loin de la rhétorique, de la rhétorique, parce que je déteste la rhétorique et le populisme. On paie cher, ça. Loin de la rhétorique et loin de un tir par là, un tir par-ci. Moi, je pense que le commandement du Hezbollah a déjà une certaine maturité stratégique et qu'ils sont en train d'évaluer la situation. Ils sont en train de vérifier, pour l'instant, je suis sûr, de voir si jamais ils rentrent en conflit avec Israël ou non. À leur place, si jamais ils trouvent que le conflit est inévitable et que ce sont les Israéliens qui vont le faire, bon, à leur place, je prendrai l'initiative avant. Pourquoi attendre d'encaisser? Donc, bon, ça c'est une alternative. Oui. Deuxièmement, deuxième chose qu'ils sont en train de peser, ces acquis qu'ils ont à l'intérieur du Liban. Cette opération va mettre ces acquis-là à grand risque. Donc, c'est plutôt non. Si jamais l'Iran, qui est le fournisseur de matériel, de finances, d'entraînement, d'idéologie, tout ce que vous voulez, à un certain point, le Hezb peut dire toujours non jusqu'à un certain moment. Mais ils ne peuvent pas dire toujours non. Et la preuve, 2006. 2006, on avait compris que le Hezb n'avait pas du tout l'appétit de rentrer dans un conflit. Et finalement, il l'a fait à la demande iranienne. Justement, c'était pour soulager Gaza. La guerre à Gaza avait commencé le 28 juin. L'opération au Liban a commencé le 12 juillet. Bon, si jamais les Iraniens veulent à tout prix que le Hezb rentre dans cette guerre, je suis sûr que maintenant, ils sont en train de voir comment tirer le maximum de profit du point de vue tactique, où est-ce qu'ils peuvent frapper comme le Hamas. Mais je crois que l'élément de surprise maintenant est totalement mal placé dans les calculs, parce que du côté israélien, il y a une vigilance que tout le monde note. Donc ça, c'est parti. Pour voir si jamais il y a une avancée israélienne, où est-ce qu'ils peuvent faire des embuscades, où est-ce qu'ils peuvent attirer les Israéliens dans un traquenard comme ils l'ont fait par exemple à Oued el-Houjair, ou bien comment faire pour minimiser les dégâts des frappes aériennes ou bien des frappes de missiles. Il y a toute une étude qui est certainement, toute une évaluation qui est en train d'être faite. Et ne pas oublier que le théâtre libanais n'est pas un théâtre d'opération qui est séparé du théâtre d'opération syrien. La preuve, hier, Israël a bombardé les aéroports d'Alep et de Damas. Oui. Donc, si jamais il y a une opération sur le territoire libanais, elle ne sera pas vraiment seulement sur le territoire libanais, parce que les missiles de Hezb sont en Syrie, ils sont au Liban, leurs troupes sont en Syrie et au Liban aussi. Mais le Hezb n'a pas beaucoup à perdre dans les deux cas, c'est-à-dire qu'il décide d'être impliqué dans la guerre ou qu'il ne le fasse pas. Dans les deux cas, il est perdant. Regardez. Comment il va justifier sa présence et son existence vis-à-vis de sa base partisane, sachant que sa principale mission au Hezbollah, c'est de libérer Jérusalem. Et c'est de combattre l'ennemi sioniste. Ça, c'est la rhétorique. Oui, d'accord, mais il faut bien qu'ils se justifient par rapport à leurs militants. À un certain moment, j'ai bien entendu Sayyid Hassan Nasrallah dire l'équilibre des forces
n'est pas en notre faveur, elle est en faveur d'Israël. Les Israéliens le savent, nous le savons. Donc, ils sont conscients que le balance of power, ou bien l'équilibre des forces, n'est pas en leur faveur. Maintenant, toutes leurs options sont mauvaises. Toutes les options pour le Hizb. Est-ce que c'est leur dernier jour? Sont mauvaises. Je ne pense pas. Mais alors là, encore une fois, ça ne dépend ni d'eux, ni de vous, ni de moi. Ça dépend de l'Iran et ça dépend du gouvernement israélien. Quelles sont les décisions qui ont été prises là-bas? Même pour les Israéliens, toutes les options sont mauvaises. Déjà le camouflet qu'ils ont encaissé par ce nombre de morts-là, il y a quelqu'un qui va payer à la fin du chemin. En bout de chemin, il y a une commission d'enquête qui va déterminer qui sont les personnes qui n'ont pas fait leur devoir. Ils vont payer, ça c'est sûr. Mais toutes les options sont mauvaises. C'est-à-dire avec 1200 morts, et si jamais il y a une opération vers Gaza avec 1000 morts de plus, une autre opération vers le Liban avec 1000 ou 2000 morts de plus, ce n'est plus, it's not anymore an issue. C'est devenu quelque chose, c'est mauvais, vous voyez. Donc, toutes les options sont mauvaises, que ce soit pour le Hizb ou pour Israël. Mais malheureusement, quand on rentre dans une spirale qui entraîne tout le monde, et là, je peux revenir à l'histoire pour vous exprimer ce que je pense. 70% des guerres ont eu lieu sans que les deux belligérants ne le veulent. Seulement le tiers des guerres a été voulu par l'un ou les deux belligérants. Mais généralement, les guerres, toutes les petites guerres et les guerres moyennes que nous voyons, personne ne les voulait. L'Ukraine, par exemple, la Russie, les deux parties ne s'attendaient pas du tout à ça. Donc, c'est pour vous dire que lorsqu'on est acculé, on a un choix à faire entre le moins mauvais et le plus mauvais. Voilà pourquoi, encore une fois, je répète ce que je dis. Si le Hizb trouve que c'est inévitable de rentrer dans un conflit avec Israël, je pense qu'il va être le premier à ouvrir le feu, quelle que soit l'attitude israélienne. Mais si jamais les Israéliens devancent le Hizb, ça va être encore plus grave, ça va être encore pire, pour le Liban je parle, pour le Liban. Parce que finalement, ce qui est encore plus grave, c'est que dans l'esprit israélien aujourd'hui, le Liban, ce n'est pas le Liban d'avant 2000, d'avant l'an 2000. Donc si vous lisez un peu ce que racontent Yossi Sarid et Yossi Beilin, c'était des éminents stratèges en Israël, et c'est leur doctrine à eux qui a prévalu après la guerre de 2006 et le retrait de 2000, c'est eux aussi. Donc on se retire du Liban, on considère que tout le Liban est ennemi. Et là, lorsqu'on est atteint, lorsqu'on est attaqué à partir du Liban, on attaque les infrastructures. Donc ça, c'est écrit noir sur blanc. Celui qui aime lire, il peut voir ce que ces deux-là, et avec Sharon, bien sûr, à l'époque, c'est ça la doctrine israélienne vis-à-vis du Liban aujourd'hui. En 2006, c'est ce qu'ils ont fait. Mais en 2006, il y avait la France et il y avait les États-Unis qui ont limité la destruction des infrastructures. Aujourd'hui, je vois très mal, si jamais il y a un problème, à Dieu ne plaise, je vois très mal comment l'Occident peut vraiment exercer une pression assez suffisante pour limiter les dégâts si jamais il y a une opération. Si jamais il y a une opération, quelles sont les armes dont dispose le Hizb? Bon, alors le Hizb, il ne faut pas parler seulement des armes. Il faut parler de l'expérience de combat. Le Hizb, vis-à-vis d'Israël, suivait une tactique de guérilla et de missiles. Bon, aujourd'hui, après la guerre de Syrie, le Hizb a une expérience de combat rapprochée qui est assez importante. Et il a fait face à toutes sortes d'armements. Il a fait face aux drones turcs, il a fait face aux missiles turcs, il a fait face aux chars turcs, il a fait face à une guérilla. Donc guérilla contre guérilla. Ce n'est plus le combat dans les souterrains et le combat de tir de missiles et puis l'aviation israélienne vient riposter. Ensuite, opération terrestre israélienne, il n'y a plus d'aviation. À ce moment-là, on est égal avec les combattants israéliens. Ce n'est plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, les armes utilisées par Israël sont tellement destructrices, ce que nous voyons en Gaza. Ils sont capables de détruire des souterrains. Le Hizb certainement s'attend à ça et il est en train sûrement de planifier pour des opérations de longue durée contre l'armée israélienne en termes de guérilla, et il a les capacités, il a les moyens de le faire. L'utilisation massive de missiles, si jamais il va être le premier, c'est certainement un tir massif de missiles vers Israël, exactement comme le Hamas a fait. Le Hamas a déclaré avoir tiré 5000 obus pendant les premières heures, les Israéliens disent 2500.
peu importe, mais il y a une partie de ces obus qui ont fait mouche, qui ont pu dépasser la densité des missiles, du dispositif antimissile israélien qui est composé du Iron Dome, du Arrow 1, du Arrow 2 et des Patriots. Donc quand il y a une densité de tir qui est élevée, la capacité de riposte va être limitée et il y a des missiles qui vont faire feu. Ça aussi, c'est une arme redoutable avec le Hezb. Donc, guérilla, missiles et sûrement les lignes de défense souterraines qui sont préparées et que les Israéliens pourraient avoir ratées. Donc, ils peuvent utiliser pour laisser les Israéliens passer certaines lignes et puis les attaquer par le dos, comme ça s'est passé dans plusieurs endroits au monde. Donc, le Hezb a des moyens, mais de là, à partir, en ce moment, en raisonnant à partir des données actuelles, nous ne pouvons pas prédire qui va gagner, qui ne va pas gagner, combien sera quelle sera l'issue de tout ceci. Tout dépend des décisions stratégiques prises entre Tel Aviv, Téhéran et Washington. Et tout dépendra du déroulement des opérations si elles vont avoir lieu, à Dieu ne plaise, encore une fois. Et par miracle, le président Macron est en train de crier haut et fort son alignement avec Israël, mais aussi il veut qu'il épargne le Liban. Espérons qu'il aura les moyens de pression pour épargner au Liban ces destructions-là, pour ne pas avoir une catastrophe pire que celle de 2006. Qu'est-ce que vous pouvez me dire des porte-avions américains? C'est un moyen de dissuasion? Est-ce qu'ils vont les utiliser? Oui. Ils sont là pour, évidemment, c'est une sorte de pression aussi psychologique. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire à ce sujet? Alors, ce que j'aimerais vous dire, c'est que les Américains ont maintenant, en flottaison, ils ont 5 porte-avions, ou 6. Il y a 2 qu'ils ont dirigés vers la Méditerranée. Il y a un qui est déjà là. C'est énorme, le fait qu'il y ait 2 de 6. Justement, c'est les 2 tiers, c'est pas les 2 tiers, mais c'est 2/5 des effectifs, ce qui est énorme. Maintenant, sans parler de la capacité du porte-avions lui-même, qui porte des avions de combat de type F-18, Super Hornet, donc une force de frappe énorme, un porte-avions de 100 000 tonnes, qui est peuplé par 3 000 à 3 500 marins et pilotes et hommes de service, mais il n'est jamais seul, le porte-avions. Il fait toujours partie de ce qu'on appelle le CSG, Combat Carrier Strike Group, c'est-à-dire le groupe de frappe qui suit le porte-avions. Qu'est-ce qu'il y a dans ce groupe de frappe? C'est là ce qui est le plus important. Ce sont des destroyers de type Arleigh-Burke. Il y en a au moins 2, sinon 3. Le Arleigh-Burke peut porter des canettes qui peuvent assimiler jusqu'à 90 missiles de croisière, qui ont une portée qui va au-delà de 3000 km et qui sont extrêmement précis et qui peuvent esquiver tous les moyens anti-missiles et anti-aériens. Ils ont des capacités antibalistiques de type Aegis. Donc, si jamais il y a des tirs de missiles de la part de l'Iran ou bien du territoire irakien ou bien du Yémen, ces Arleigh-Burke sont capables de les abattre. Il y a au moins un croiseur de type Ticonderoga, qui est du modèle de 83, qui est équipé également de missiles de croisière, de torpilles anti-sous-marines, de missiles antinavals, de toutes sortes d'armements que vous pouvez vous imaginer. C'est une force de frappe énorme qui est en Méditerranée. Et quand j'ai entendu le président Biden dire attention aux Iraniens, oui, il sait de quoi il parle. Si jamais il y a une liste d'objectifs à détruire au Liban, en Syrie, ils l'ont dit. Liban, Syrie, Irak, Iran, ils sont capables de détruire une affaire d'après la force que nous voyons, la force navale que nous avons, sans parler des sous-marins. Et là, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse avant de continuer mon raisonnement. Il y a un sous-marin de type Florida Class qui, lorsque la guerre a éclaté en Libye en 2011, en un jour, il a tiré 144 missiles de croisière et il a détruit toutes les défenses antiaériennes de Kadhafi, ce qui a ouvert le ciel à l'aviation française. Donc, c'est pour vous dire un peu ces pièces navales que nous avons ici, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, si jamais il y a ces forces américaines vont intervenir, alors là, c'est tout le Moyen-Orient qui va s'embraser, mais tout dépend des calculs américains. Peuvent-ils assumer, ou bien dans leurs calculs, est-ce que ça mettrait leurs forces dans le Golfe à risque de harcèlement ou bien à risque d'être pris pour cible? Ça, ce n'est plus moi ici
avec ce que nous sommes en train de lire, Oui. je ne peux pas prévoir tout ça. Mais il faut prendre ça sérieusement en considération. Ce n'est pas un jeu. On ne déplace pas un CSJ pour rire ou bien pour prendre position, sans compter de 2 pièces navales britanniques qui arrivent, sans compter ce que je n'ai pas encore dit. Également, il y a un escadron de la US Air Force qui a atterri en Israël, ou hier ou avant-hier. Et il y a également une rumeur, je n'ai pas pu la vérifier, que la division aéroportée 101 Special Forces américaine se prépare à se déployer en Jordanie. Donc ça, c'est des retombées géopolitiques énormes, ce qui se passe à Gaza. Ce n'est pas simplement une question de Gaza. Voilà. Donc ça ne se limite pas à ça. Non. C'est toute la région. Oui, absolument. Et même le monde entier. N'oubliez pas que l'Iran est impliqué en Ukraine. La Russie n'est pas du tout à l'aise, parce que si jamais l'Iran va rentrer dans un conflit, les munitions que l'Iran fournit à la Russie, ça va finir. Et nous parlons des drones Shahed, nous parlons des obus de 152 mm, etc. Merci Khalil Hello pour cette interview. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. Vous pouvez revoir notre interview sur notre site web et sur tous nos réseaux sociaux. À très bientôt.